Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la francophonie. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, le français est parlé quotidiennement par 300 millions de locuteurs francophones dans des contextes variés. À l'école, les marches administratives, les relations professionnelles, aux médias, aux institutions et beaucoup d'autres. À travers 29 pays, le français est reconnu comme la langue officielle. Parmi eux, 15 pays où le français est la seule langue officielle, 10 pays où le français est l'une des 2 langues officielles, 3 pays où le français est l'une des 3 langues officielles, ce sont Belgique, Luxembourg et Guinée équatoriale. Et un seul pays où le français est l'une des 4 langues officielles, c'est la Suisse. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour. Dites-moi s'il te plaît, connaissez-vous les autres langues, par exemple l'anglais? Non, je ne parle que français. Et pourquoi? Parce que mon père était russe. Il est né à Vladivostok et il a fui il est parti, il s'est marié avec une française et il est parti du régime communiste. Mais dans son ancienne éducation anti-américaine, anti-capitaliste, il n'a jamais parlé anglais lui-même. Et ma mère non plus n'aime pas trop les anglo-saxons. Donc quand je n'allais pas en cours à l'école de l'anglais, ils n'étaient pas contre. Quel dialecte existe-t-il en France? Alors ma mère est née, et moi aussi, en Alsace, c'est dans l'est de la France. Donc là-bas il y a un dialecte alsacien, un mélange entre l'allemand, la Suisse et la France, parce que les Alsaciens, pendant plusieurs siècles, ils ont été baladés entre, soit ils étaient allemands, soit ils étaient français, soit ils étaient allemands, soit ils étaient français, en fonction des guerres les concernant. Donc ils ont créé une propre langue. Les territoires différents ne comprennent pas le dialecte? Si, ils comprennent, mais avant la Révolution française, chaque pays avait sa langue. Chaque région, avait sa langue. L'Alsace, le Sud, la Bretagne, le Normand, le Ch'ti, dans le nord de la France. Alors, vous apprenez à l'école le français et le dialecte? Non, plus du tout. Avant la Révolution française, toutes les régions avaient son dialecte. Ils ne parlaient pas forcément la langue nationale qu'est le français. Et après la Révolution française, on a décidé que la langue de l'Île-de-France, la langue qu'on utilise maintenant, le français, soit la langue nationale. Pendant 2 siècles, la transmission du langage, du dialecte régional a été transmise oralement par les grands-parents, par les parents. Donc de père en fils, de mère en fille, de parents à enfants. Et il y a eu l'événement de mai 68 en France. C'était une révolution universitaire, ouvrière, semi-révolution. Et la génération de mes grands-parents, qu'on appelle le post-68ard, en rapport à mai 68, plusieurs traditions et plusieurs transmissions du dialecte régional ont disparu. Pas disparu, parce que ma mère connaît quelques mots, mais elle ne pourra pas avoir une conversation avec ses parents dans ce dialecte. Mais est-ce que tu peux parler avec avec mes grands-parents alsaciens? Impossible. Impossible? Impossible. Par contre, l'Alsace, c'est un cas particulier où il se passe cette chose où il y a une mauvaise transmission du dialecte. Mais en Bretagne, il y a une très bonne transmission du dialecte. Et beaucoup de jeunes de mon âge parlent breton. J'étais en Bretagne l'été dernier, en juillet. Il y a les noms des villes dans les panneaux, et en dessous, il y a le nom de la ville écrit en breton. Quand on parle au téléphone à une administration comme la Poste, ils nous demandent tapez 1 si vous voulez parler en français, tapez 2 si vous voulez parler en anglais, tapez 3 si vous voulez parler en breton. Quelle est la différence entre l'articulation parisienne et l'articulation des régions? Déjà, à Paris, il n'y a plus vraiment de Parisiens
j'ai envie de dire une bêtise, mais de sang pur, Paris regroupe plus de 120 ethnies traditionnelles. Enfin, plus de 120, sans tout l'Est parisien. Il y a plus de 120 pays réunis juste dans l'Est de Paris. Et des articulations différentes. Moi, j'ai grandi à Paris toute ma vie, et je pense, comme une éponge, j'ai pris un peu toutes les langues, et je me suis fait une articulation bizarre qui n'appartient qu'à moi-même. Voilà, donc c'est particulier. Par contre, il est vrai que les jeunes de nos jours articulent beaucoup moins que nos parents. Et on peut le voir dans des archives de télévision. Les jeunes de l'an 2000 articulent moins bien que des jeunes des années 70. Et eux articulent moins bien que des jeunes des années 40, qui eux articulent moins bien que des jeunes des années 1900. Alors, l'articulation est en danger. Bon, on la transforme, mais je ne pense pas qu'elle est en danger, mais je pense qu'elle est en mutation, dans une autre évolution. Voilà. Il est intéressant de parler du Québec aussi, qui est un pays, qui est au Canada et qui est une région francophone. Il faut savoir que le langage québécois, c'est le langage où les Français ont le plus de mal à entendre. Le québécois est la langue, l'accent québécois était l'accent de l'époque des Lumières. Louis XIV avait l'accent québécois. Et il n'a pas changé. Ah bah si, ça a changé, c'est parti au Québec. Mais en France, l'accent québécois, c'était l'accent français, lors d'une époque. Quel est le dialecte des jeunes en France? En France, des jeunes, on emploie beaucoup le verlan. Alors c'était les jeunes, même d'avant ma génération, moi je suis né, le verlan existait déjà. On utilise beaucoup le langage du verlan, donc on met les mots à l'envers. On a aussi un langage qu'on appelle de l'argot. Et ça, c'est très complexe, il y a beaucoup d'argot qui datent de plusieurs décennies. Et peux-tu créer un exemple de verlan? Pour dire, j'avais dit, c'est relou de ouf. Relou de ouf. C'est relou de ouf. C'est quoi? C'est lourd de fou. Lourd de fou. Bien. L'emploi on transforme notre argot et on le place en verlan. Alors, c'est lourd de ouf. C'est lourd de fou, c'est une expression pour dire la situation où une personne est lourde, dans le sens elle pèse dans la situation. Où la situation n'est pas ouf, dans le sens où la situation est bancale, mais un film peut être complètement ouf. Il peut être très bien. Ah oui, voilà. Ouf, c'est très bien. Ce film était très ouf. Cum, c'est le verlan de mec, qui a un argot pour dire homme. Quelles étaient tes attentes de la Russie avant ton arrivée? Il y a une réputation en France où les Russes sont très froids et ils ne sourient pas. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ils sont très sérieux, comme ça. Très sérieux comme ça. Évidemment, en qualité d'étudiant étranger, dans mon université, il y a des hindous, des africains, des mongols, des chinois, et des syriens. Donc, mes impressions sont multiculturelles. Ouais, internationales. Après, en Russie, à Moscou, la seule ville que j'ai faite à Moscou, en Russie, non, je reviens à ma première réflexion sur le côté chaleureux que vous avez, où tout le monde a peur du côté froid que peuvent avoir pas que les Russes, mais le monde slave. Ouais. Et c'est vrai que franchement, c'est une idée reçue occidentale. Vous êtes vraiment très chaleureux. Mmh. Voilà, donc c'est ma première vraiment impression d'une mauvaise réputation qui a changé. Voilà, ma vision qui a changé. Après, dans la dynamique moscovite, j'ai l'impression, s'il y a une différence à faire avec Paris, j'ai l'impression que c'est une ville beaucoup plus dynamique. Il y a beaucoup plus de monde qui marche. Il y a plus de grands axes de rues. Il y a moins de petites rues piétonnes. Et là, j'ai l'impression que le métro arrive tous les 2 minutes. À Paris, il arrive tous les 5 minutes.
tous les 15 minutes après minuit. Donc c'est vraiment une autre dynamique. Et c'est vrai que le truc qui m'a le plus choqué, même si vous voulez aider quelqu'un, moi en tant qu'étranger, en tant qu'étudiant, on m'a beaucoup aidé jusqu'au bout. Si on m'a accompagné quelque part, si on m'accompagne dans un bureau, on m'a accompagné jusqu'au bureau. On m'a pas dit, tiens, je te laisse là, c'est deuxième étage à droite. Non, on m'a accompagné jusqu'au bureau. C'est aller droit au but. En tant qu'étudiant étranger, c'est beaucoup plus agréable, c'est sûr. Mentalité russe d'aller droit au but. Bon, Guillaume, merci de tes réponses. C'était très intéressant pour nous. Salut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut, moi c'est Benjamin Abba et je viens de la Guinée-Conakry. Et je suis là pour les études. Merci. Merci. Et tu es venu en Russie et ça fait déjà combien de temps que 3 mois déjà que je suis en Russie. 3 mois. 3 mois. Ok, très bien. J'ai quelques questions sur Guinée, sur le français parlé au Guinée. Dis-moi s'il te plaît, quel est le statut de la langue française en Guinée? Pour nous, le statut de la langue française, c'est une langue officielle dans notre pays. Mais en dehors de la langue officielle, nous parlons aussi des langues nationales dans notre pays. Oui, tu sais, la Guinée a été colonisée par la France. Donc, après la colonisation, cette langue a été imposée dans notre pays. Donc, nous l'apprenons à l'école, tout le monde l'apprend. Donc, c'est un peu ça. Aux écoles, pour quelques situations. Dans les églises, dans les places publiques. Ouais, c'est le français qui est parlé. Et dans votre famille, quelle langue parlez-vous? Moi, dans ma famille, c'est ma langue maternelle qui est parlée. La langue maternelle. Quel pays borde votre pays, Guinée? Les pays qui bordent mon pays est relié à 6 pays. 6 pays. Il y a la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, il y a le Mali. Il y a la Guinée-Bissau. Il y a le Sénégal. Il y a la Sierra Leone. Et il y a le Libéria. Mon pays est situé en Afrique de l'Ouest. Oh là là, il y a beaucoup de pays qui bordent Guinée. Est-ce que tous ces pays, dans tous ces pays, le français est aussi parlé comme la langue officielle ou non? Malheureusement, pas tous les pays. Par exemple, en Guinée équatoriale, parce qu'il y a la Guinée équatoriale qui est vers l'Afrique centrale. La Guinée équatoriale, je pense que là-bas, c'est le portugais qui est parlé là-bas. Le portugais? Ouais, je pense bien que c'est le portugais, entre soit le portugais ou l'espagnol. Oui, donc entre les deux langues. Mais moi, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est proche de mon pays, le Mali, parlent tous le français et considèrent cette langue comme une langue officielle dans leur pays. C'est ce qui est étudié dans les écoles. Et comment se passe la communication internationale entre ces pays, entre Guinée et Mali, par exemple? Bon, souvent sur le plan international, s'il y a des réunions comme ça entre eux, la langue qui est plus parlée, c'est l'anglais. C'est l'anglais? Oui, l'anglais. Pourquoi c'est comme ça? Si, par exemple, en Guinée, vous parlez le français et il y a une autre langue où on parle le français aussi? Oui, prend plus de l'ampleur en attendant que la langue russe puisse un jour s'installer dans les pays africains. Ça veut dire que le français n'est pas utilisé comme lingua franca aux pays africains. Bien sûr. Dans les réunions internationales, c'est l'anglais qui est parlé. Est-ce que tu peux dire quelle langue parlez-vous avec les générations plus âgées, avec vos grands-pères, vos grands-mères? Est-ce que c'est le français ou c'est votre langue maternelle? Bon, généralement, moi, je parle généralement le français avec mes parents et en même temps aussi ma langue. Tous les deux en même temps. Vous, dans la famille, vous parlez tous le français. Est-ce qu'il y a des familles en Guinée qui parlent leur langue maternelle en famille? Bien sûr. Il y a des parents en Guinée qui parlent des langues maternelles, comme par exemple le Soussou. Le Soussou, c'est une langue maternelle. Le Guérzé, et moi je suis Guérzé,
Ah, C'est une langue maternelle. oui. Il y a le malinké qui est là. C'est une langue maternelle. Et du surcroît, le malinké, il y a des pays africains aussi qui parlent le malinké. Ça veut dire que vous parlez tous des langues maternelles différentes. Bien sûr, bien sûr. Oh là là. Dans mon pays, il y a plus de 20 langues locales. Oui, bien sûr. Mhm. Et c'est pourquoi le français facile la situation, oui. Dis-moi s'il te plaît, quelles étaient tes attentes de la Russie avant ton arrivée ici? Honnêtement, je suis surpris de voir quelque chose de merveilleux en Russie. Hein. Les Russes sont trop gentils. Trop gentils, que moi-même, je me dis certainement, ceux-ci-là sont plus gentils que les Noirs. Hein. C'est ce que je me suis Très dit. bien. La gentillesse, et ils sont des personnes qui sont ouvertes. Ils sont gentils, ils sont ouverts. Ah, est-ce que tu as pensé que c'est Au début, contraire? Au début, tu sais, en Afrique, nous, généralement chez nous, on se dit que les Blancs, ils sont difficiles. Les Blancs, ils sont méchants. Les Blancs, ils nous ont colonisés. Les Blancs, ils sont pas gentils. Les Blancs, donc, ça fait même que, même en venant par là, les parents te disent, ne t'approche pas trop des Blancs, ils sont pas beaux, ils sont dangereux. Oui. Mais, ce que moi j'ai vu en Russie, c'est autre chose. Je suis surpris, et ce qui m'impressionne chez les Russes, ils sont très honnêtes. Encore une fois? Ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes, ils sont sincères. Ah oui. Ça veut dire que tes expectations, ton impression de la Russie s'est changée positivement. Ouais, super. Quelles sont les différences entre la culture russe et la culture en Guinée? La Russie a une belle culture ici. Une excellente culture. La façon d'abord que les gens s'habillent de façon traditionnelle pour célébrer les fêtes, c'est impressionnant parce que quand j'étais au pays, je voyais ça, je rêvais voir ça de mes yeux. Voilà, tu vois un peu. Et aussi la place rouge qui est là, la culture, ça représente une grande valeur pour la Russie. Donc il y a tout ça. Mais nous, par exemple, chez nous, les cultures diffèrent de chaque ethnie. Ok? Parce que nous, chez nous, par exemple, je t'ai dit que dans notre pays, il y a beaucoup de langues qui sont parlées. Donc, chaque ethnie a sa culture, chaque ethnie a sa culture. Par exemple, nous, chez nous, les Guerzés, nous avons notre culture à part. Ça veut dire que en Guinée, il y a beaucoup de petites cultures qui sont tous divisées. Bien sûr. Et ici en Russie, c'est tout d'abord l'unité des gens, de pays. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait quelques situations drôles qui sont arrivées avec toi pendant ton séjour en Russie? Une petite situation drôle, je m'excuse, hein. Oui. Pour ma première fois que je suis rentré en Russie, à l'aéroport, dès que je suis sorti, j'ai vu une demoiselle en train de fumer de la cigarette, quoi. J'ai dit, comment se fait-il qu'une jeune dame peut fumer de la cigarette comme ça? Mais c'est dangereux, parce que nous, chez nous, c'est interdit, quoi. C'est pas bon. Et je me suis approché, je dis, je l'ai tapé. Il dit, arrête de fumer, c'est pas bon, c'est dangereux. Elle m'a regardé comme ça. Elle a parlé en russe, elle a sauté. Ah, ça m'a fait rire. Mes amis sont venus à se moquer de moi. Ils disent que tu penses que l'Afrique et la Russie, c'est pareil, c'est pas pareil, hein. C'est autre monde. Donc, c'est la situation la plus drôle qui m'est arrivée en Russie, quoi. Merci Benjamin. C'était vraiment très intéressant d'acquérir plus d'informations sur ta personne. Merci beaucoup. Merci à cette belle initiative. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne fête de l'année à tout le monde, à toutes les Russes et ainsi qu'au président Poutine. Merci. Merci.